Monsieur le ministre de la Jeunesse, dear Deputy Assistant Secretary, Bureau of African Affairs, Karl Wyckoff, General Ham, Commander, U.S. Africa Commander, dear Ambassador Bellamy, Excellencies, Mesdames et Messieurs les experts, all protocols observed. C'est un grand honneur et un immense privilège pour moi de m'adresser à cette importante réunion organisée par le CESA et consacrée à la prévention de la radicalisation de la jeunesse en Afrique de l'Est. Permettez-moi tout d'abord de remercier le CESA pour nous avoir invités à cette réunion. Qu'il me soit permis, Excellence l'ambassadeur Bellamy, de vous remercier, vous qui, depuis votre arrivée à la tête du CESA, avez insufflé un dynamisme remarquable au centre, en faisant un partenaire apprécié des organisations régionales, les REC, de l'Union africaine, mais aussi des centres d'études africains dans leur quête de renforcement des capacités en matière de sécurité et de paix, spécialement à la recherche de la maîtrise de phénomènes déstabilisateurs comme le terrorisme, la criminalité organisée, l'extrémisme, etc. Vous m'avez demandé d'introduire le sujet. Je devine ici que vos experts connaissent très bien cette question. Et vous-même, ainsi que M. Wyckoff, Général Ham et M. le ministre de la Jeunesse, avez laissé profiler les grandes idées autour desquelles vont s'organiser nos délibérations. Et donc, il n'est pas de mon intention de donner un cours didactique sur la question. L'intitulé du thème nous renvoie à trois notions fortes: prévention, radicalisation, jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse, on convient globalement, ce sont des personnes qui n'ont pas encore atteint leur maturité et qui sont, de ce point de vue, exposées à toutes les manipulations possibles. Psychologues, historiens, anthropologues et sociologues se sont tour à tour engagés à donner un contour au concept de la jeunesse. Pour coller aux interrogations du sujet, disons que la jeunesse est le temps du processus de resocialisation. C'est le temps de la recherche d'un ajustement progressif consistant à se construire une identité sociale, à se trouver une place dans la société, grâce à un diplôme, grâce à une position professionnelle. Ainsi définie, la jeunesse laisse entrevoir les difficultés que l'on peut rencontrer entre les jeunes qui, grâce à certains atouts, se forgent une place dans la société, et les autres qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de situation et qui sont soumis à des risques de marginalisation professionnelle et sociale. Cette dernière catégorie doit faire l'objet de notre attention. Le second mot
qui est dans l'intitulé de notre sujet, c'est le mot radicalisation. Le mot radicalisation invite alors à dépister les comportements qui pourraient empêcher la jeunesse, vous l'avez dit, porteuse de l'avenir de la société, de rencontrer le rêve des adultes en adoptant des comportements conformes au modèle que la société se construit. L'intensification de l'opposition entre les jeunes et les adultes s'invite dès lors au débat à travers le risque d'insécurité que le comportement de déviance des jeunes, à raison de leur radicalisme, fait craindre à l'ensemble de la société. Alors la radicalisation des postures, qui signifie la rupture avec les codes généralement admis, est vécue par une menace, par le reste de la société. La radicalisation fonctionne comme une stigmate, un vecteur de jugement que l'on porte sur les autres. Ils sont radicaux, ils sont dangereux. C'est un peu globalement résumé. Mais le mot radical n'a pas toujours eu par le passé cette connotation négative. En France, sous Ledru-Rollin, sous Clemenceau, pour les républicains opposés à la monarchie de Juillet, être radical, c'était exiger que la République française poursuive le bonheur commun. En Grande-Bretagne, la notion recouvrait la doctrine politique de ceux qui, à l'instar de Jérémy Bentham, David Ricardo, John Stuart Mills, ils préconisaient des réformes libérales qui étaient réputées extrêmes pour l'époque. Donc on les traitait de radicaux. En revanche, en considérant la racine latine du mot radix, ou même le sens du mot en anglais, radicalisme, on peut dire que la radicalisation, c'est une attitude intransigeante qui dénote une démarche pure, une démarche totale, une démarche sans concession de certains individus pour atteindre les buts qu'ils veulent viser. Cette tentative de définition étant faite, il faut donc nous attacher, et peut-être qu'on en délibérera dans les discussions, en atelier, sur les processus de radicalisation. Socrate disait « Nul n'est méchant volontairement ». Il y a de cela 20 siècles. Et donc, nous allons nous attacher à décrire les processus et leur impact sur les individus. On va s'intéresser au contexte, on va s'intéresser à l'environnement dans lequel baignent les jeunes. Et on va voir à partir de ce moment comment les jeunes peuvent s'adapter à l'ensemble de ces facteurs. Les spécialistes définissent 3 niveaux. D'abord, la prédisposition. Comment, confusément, un individu peut percevoir la nécessité de changer la situation. Vous l'avez dit, la pauvreté, la frustration, l'exclusion, la discrimination, l'accès difficile au travail, l'accès difficile à l'enseignement sont des signes avant-coureurs, des signes de symptômes de la maladie, de la socialisation. Mais même à ce niveau, et c'est là que le problème est difficile pour nous, on peut être nanti
et se sentir exclu. On peut être d'une famille aisée, avoir un excellent diplôme et ne pas trouver sa place dans la société. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, on ne peut pas présumer que la pauvreté va conduire systématiquement à la radicalisation. Il faut peut-être d'autres conditions. La deuxième notion pour le processus de radicalisation, c'est la notion de vulnérabilité. À ce moment, il faut s'intéresser à la personnalité de l'individu et examiner la charge d'agressivité qui l'amène à jeter un regard sur le monde qui l'entoure. Mais même à ce niveau aussi, il faut être prudent. Souffrir des inégalités ne conduit pas toujours à considérer ces inégalités comme injustes, immorales ou illégales. L'exclu peut toujours contourner cette agressivité et ne pas passer à l'acte. Et le processus d'endoctrinement, par exemple, avoir des personnes emblématiques, des gens que l'on respecte, des gens qui ont un excellent discours, peut effectivement amener l'individu à sauter le pas. Et donc, le troisième élément dans le processus de radicalisation, c'est le passage à l'acte. Et là, l'affaiblissement de l'État, on en a parlé, l'absence de mécanismes de résolution des conflits, la répression sont autant d'éléments qui peuvent être déterminants pour conduire les individus à passer à l'action, à balancer dans l'extrémisme, dans la violence, dans le terrorisme. Et je crois qu'il faut, je me suis employé, et pourquoi le thème nous engage à réfléchir sur la situation de l'Afrique de l'Est. J'ai trouvé deux facteurs. Les facteurs généraux, c'est que l'Afrique de l'Est est caractérisée par sa position géographiquement proche du Moyen-Orient. Elle est une zone de prédominance des conflits internes, conflits Érythrée-Éthiopie, guerre civile en Somalie, conflits internes au Soudan, tensions interethniques dans le nord de l'Ouganda, etc., avec leur corollaire de vulnérabilité liée à la circulation illicite des armes, le déplacement incessant des populations avec son cortège de famine, d'exposition des populations à la maladie, à la pauvreté et aux violations des droits humains. La région enregistre aussi un taux élevé de chômage au niveau des jeunes. Nous avons aussi les conflits entre pasteurs et sédentaires liés à la rareté des terres disponibles pour l'élevage des animaux dans la région. La région connaît aussi de nombreux dysfonctionnements au niveau de certains de ses États. Un État failli comme la Somalie devient une menace pour l'ensemble de la sécurité régionale. En Afrique de l'Est, nous avons aussi la porosité des frontières terrestres, la porosité des frontières maritimes. Mais dans le même temps, nous avons des pays qui ont des infrastructures importantes. Nous avons des pays qui ont des systèmes élevés de communication interne. Et donc, naturellement, les populations des pays pauvres se déplacent vers, effectivement, ces pays riches. Et les attentats de Nairobi et de Dar es Salaam en 1998, l'attentat de Mombasa en 2002, prouvent effectivement que ces installations sont effectivement targeted par les terroristes pour effectivement faire beaucoup de bruit en tant que cible symbolique. Nous avons aussi, je crois, comme élément caractéristique de l'Afrique de l'Est, des capacités insuffisantes en matière de terrorisme
et de criminalité transnationale. La faiblesse des institutions douanières et policières, la prolifération des systèmes informels de transfert d'argent, le système Hawala en Somalie particulièrement, favorisent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous avons aussi déploré, de nombreuses conférences se sont organisées à ce sujet, l'absence de mécanismes d'extradition entre les États, d'assistance mutuelle et légale, l'absence de partage d'informations entre les différents services de police. Tout cela, effectivement, font que l'Afrique de l'Est constitue effectivement un terrain d'expérimentation important pour l'extrémisme. Et le dernier facteur le plus important, c'est effectivement l'introduction de l'idéologie extrémiste religieuse, l'endoctrinement des jeunes, leur recrutement forcé. Ça, c'est vraiment, je crois, le grand débat qui va effectivement nous concerner dans les ateliers. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Somalie constitue une place particulière dans le tableau que nous avons décrit. Le pays est le concentré de tous les facteurs dont la prise en compte et le dépistage sont importants dans la prévention de la radicalisation. Ravagé par la guerre depuis 20 ans, le pays est devenu le centre du djihadisme international en Afrique de l'Est. Depuis l'effondrement du gouvernement central dirigé par Siad Barre en Somalie en 1991, la Somalie est en proie à une crise qui s'est transformée progressivement en guerre civile, opposant les clans luttant pour le pouvoir, en conflit inspiré par différents chefs de guerre, et tout récemment, on a vu apparaître l'extrémisme islamique. Il y a aussi la question humanitaire qui est forte. Le coût humain de ce conflit est atroce. Depuis 1991, de 400 000 à 1,5 million de personnes ont perdu la vie. Plus de 3 millions ont été chassés de leur maison. Le Haut Commissariat des Nations Unies estime à plus de 800 000 le nombre de réfugiés somaliens éparpillés à travers le monde. Et fait plus grave, après la neutralisation d'Al-Ittihad al-Islamiyya, les éléments revenus d'Afghanistan, organisés sous la forme de milices Al-Shabaab, après avoir réussi à chasser les seigneurs de guerre, vont effectivement contester l'accord de Djibouti et qualifier d'apostat le président Cheikh Sharif pour effectivement avoir été modéré durant les accords de Djibouti. Et depuis cette époque, le rôle de ces militants extrémistes Al-Shabaab ne cesse de se renforcer. Al-Shabaab va mettre en place des centres de recrutement appelés Dawa à travers tout le pays. Ces centres vont être chargés d'enrôler des milliers de jeunes. Et ceux qui n'adhèrent pas à Al-Shabaab, conformément à cette doctrine extrémiste, sont considérés comme non-musulmans et voués aux gémonies. Pour prouver sa foi, il faut rejoindre les rangs d'Al-Shabaab et combattre ceux qui sont considérés comme non-musulmans. Al-Shabaab, aussi, on résume rapidement, I guess the clock is for me, ambassadeur Bellamy. Al-Shabaab va attirer en Somalie des centaines de combattants étrangers qui vont apporter avec eux les méthodes brutales utilisées en Irak, en Afghanistan et au Pakistan. C'est l'utilisation des engins explosifs improvisés et le recours aux attentats suicides. De nombreux jeunes sans emploi, totalement désespérés, vont devenir des proies faciles parce qu'on va leur assurer un bon salaire, parce que le gouvernement est faible et ne peut pas payer ces soldats. Les gens ont plutôt tendance à aller du côté de Al-Shabaab qui paye régulièrement $100 à l'ensemble de ces soldats. Il faut aussi noter à côté de ces recrutements forcés, des recrutements volontaires de la part de Al-Shabaab. Al-Shabaab aussi, pour recruter les jeunes,
joue un peu sur les divisions au sein des clans, les communautés locales. Le modus operandi consiste à identifier un clan minoritaire et marginalisé et le soutenir. On se demande en Somalie pourquoi, globalement, il n'y a pas beaucoup de Abgal dans les Shabab et il y a beaucoup de Mouroussadé. Ceux qui sont somaliens savent de quoi je parle. Et donc, les Shabab, avec le soutien de Al-Qaïda, en février 2010, ils ont fait allégeance à Al-Qaïda, ils vont transformer la Somalie en sanctuaire du djihadisme. Ils vont effectivement enrôler même des jeunes chrétiens et des femmes d'autres confessions qui sont convertis, entraînés et renvoyés dans leur pays d'origine où ils attendent les ordres pour lancer les attaques. Ce sont effectivement ce qu'on appelle les cellules dormantes dans les autres pays. Ces étrangers appelés Muharijin peuvent être divisés en deux groupes. Le premier est composé de Somalis provenant des pays voisins ou de la diaspora internationale. Sous le contrôle direct d'Al-Shabaab, ils sont en général intégrés aux unités composées de Somalis locaux en tant que commandants ou subordonnés. Le deuxième groupe est composé d'étrangers, membres d'Al-Qaïda, qui ne sont pas somalis et qui évitent de s'intégrer à la population locale, mis à part la formation qu'ils assurent dans les camps djihadistes. Le nombre de ces combattants étrangers en Somalie est estimé de 300 à 1500 et peut être plus après l'arrivée de nombreux combattants durant les 2 dernières années. La plupart de ces étrangers proviennent de pays voisins et africains, et l'Afrique de l'Est ayant une part importante, tandis que le reste provient des États-Unis, de l'Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh, de la Tchétchénie. Et les éléments étrangers sont chargés du recrutement, de l'encadrement des jeunes de la diaspora, particulièrement ceux qui viennent des États-Unis, Royaume-Uni, Somalie, Suède et Norvège, et des cellules dormantes. À l'extérieur de la Somalie, et particulièrement dans la région, des réseaux bien connus existent au Kenya, notamment à Mombasa, Nairobi et Mandera. En Tanzanie, le réseau s'étend de Tanga et s'intègre à celui de Mombasa au Kenya. La RDC, par le biais de l'Alliance des forces démocratiques de Cheikh Jamil Moukoulou, que l'on dit impliqué dans le recrutement de jeunes gens en Afrique de l'Est et au Yémen, grâce à Al-Qaïda dans la péninsule arabique et à tout récemment Boko Haram. Voilà, Excellence, globalement résumé la situation dramatique de la Somalie. À ces recrutements contraints, à ces recrutements volontaires, je pense qu'il faut que nous discutions du phénomène de l'autoradicalisation par Internet. Les nouvelles technologies de la communication jouent aussi un rôle essentiel car elles offrent aux jeunes une gamme d'outils. Le site officiel d'Al-Shabaab, Al-Kataib, fournit régulièrement des liens menant aux médias d'Al-Qaïda qui prônent un djihad violent. Ben Laden, Zawahiri, Abu Yahya al-Libi ont tous utilisé Internet pour appeler au djihad en Somalie. Et l'une des publications sur des sites djihadistes en janvier 2007 affirmait que la Somalie était la porte sud de Jérusalem. Et si ce pays était perdu, les regrets, l'obligation de repentance, la dégradation et l'horreur viendraient hanter les musulmans. Les combattants étrangers comme le Jihad Mustafa, Abu Abdullah al-Muhajir, Omar Hamami, également connu sous le nom de Abu Mansour al-Amriki, ont souvent utilisé Internet pour publier des vidéos incitant les jeunes à rejoindre le groupe. Tout récemment, Al-Shabaab a utilisé Twitter pour poster des messages en anglais, rapportant les combats sur le terrain, minute par minute. Al-Shabaab a même annoncé qu'il allait lancer une foire aux questions en ligne. Son offensive dans les médias est même plus sophistiquée que la communication des armées. Donc, vous voyez, Excellence, le constat qui est fait. Je pense aussi que les différents discours que nous avons suivis ont déjà profilé les mesures. Il faut effectivement
travailler sur l'emploi et l'interdiction des politiques discriminatoires. Au niveau des médias, on en parlera, il faut mettre en place des programmes proscrivant toute incitation à la haine fondée sur les motifs, l'ethnie, la religion, le sexe, la nationalité. Il faut aussi, je crois, travailler sur Internet. Il faut, je crois, interdire Internet aux jeunes, en tout cas les forums qui sont les plus dangereux. Dans le domaine de l'extrémisme, il faut aussi, je crois, le temps nous est compté, mettre en place des programmes de déradicalisation. Je crois qu'il faut mener une action au niveau des centres culturels, une action au niveau des centres sportifs, une action au niveau des mosquées. Les travailleurs sociaux doivent être extrêmement vigilants pour effectivement contrôler ces lieux, comme effectivement il faudra, je résume rapidement, aussi un suivi spécial au niveau des prisons et même après la fin de la prison, parce que la prison est un haut lieu de radicalisation dans beaucoup de pays. Et naturellement, il faut, je crois, au niveau institutionnel, il faut renforcer la coopération entre les différents États. Je vais terminer rapidement, M. Bellamy. Donc, le programme que nous avons esquissé est vaste. L'entreprendre totalement sur les ressources nationales d'un seul pays n'est pas chose aisée. La dimension transnationale de la question souligne la nécessité de la mise en place d'une coopération régionale forte entre les États concernés. Il faut mettre en place les ressources, il faut partager les informations sur le niveau du renseignement, il faut aussi partager les leçons apprises et les bonnes pratiques. La coopération nationale, la coopération internationale doit ainsi entrer en jeu pour appuyer les efforts engagés au plan national et au plan sous-régional. Et c'est à cet égard que je pense que le CESA, déjà à l'œuvre depuis de nombreuses années, devra renforcer sa capacité en intervenant spécialement dans les domaines du renforcement des capacités humaines. C'est tout le vœu que nous pouvons souhaiter à l'entame de nos travaux, que nos débats puissent déboucher sur un programme véritable de renforcement des capacités techniques et humaines en faveur des pays de la sous-région. En vous remerciant pour votre attention, je souhaite des délibérations fructueuses lors des ateliers. Je vous remercie.